Et ceci commence maintenant, beaucoup d'écrivains commencent à rendre justice à ces musulmans dont l'apport est colossal. Et ceux qui sont dans les sciences humaines et sociales, je suppose que dans la salle il n'en a pas, je pense à ce temps qu'on puisse se saisir collectivement, pas pour l'autocélébration, ou bien pour dire que nous étions, ou bien pour fantasmer un passé, mais simplement parce que c'est notre histoire. Et puis, avec le secrétaire perpétuel de l'Académie Hassan II des sciences et techniques, professeur Omar Fassifiri, on était à l'Académie royale de l'Angleterre, et on était surpris de voir deux visages, membres de l'Académie royale d'Angleterre, qu'on ne connaissait pas, nous, Marocains, mais qui étaient des Marocains, des scientifiques. L'un d'eux, ou bien je suppose du deux, je ne sais plus, était ambassadeur du Maroc, mais qui était scientifique. Toute cette histoire nous appartient et on doit faire des recherches, en tout cas ceux qui sont dans les sciences humaines et sociales, là-dessus. Alors, je ne sais pas si ça va marcher. Ça, c'est la machine d'Al-Jazari. Il inventa la pompe à eau. Bien sûr, la roue, on la connaissait depuis les Mésopotamiens, mais il va faire le système de pompe et puis le système de la manivelle, qui est un élément extrêmement important en mécanique. Je passe rapidement pour parler de début, bien sûr. Les musulmans ont apporté beaucoup à la science, mais la formalisation dans un corpus mathématique fort, on le doit à Galilée et à Newton. Et Galilée, c'est le premier qui va introduire de manière ferme, enfin, pas le premier, parce que Al-Biruni faisait des expériences. Mais dire que vous pouvez conjecturer tout ce que vous voulez, vous pouvez théoriser tout ce que vous voulez, s'il n'est pas confirmé par l'expérience, alors je le rejette. L'expérience a le dernier mot, et ça, on le doit à Galilée. Et puis, Newton qui va formaliser tout ça pour écrire les deux lois de la gravitation. Et ça a permis à la science d'être rationalisée et de faire la rupture avec la théorie, avec les pensées d'Aristote. Et on va construire un corpus universel qu'on appelle la science. La science a son propre mode de fonctionnement, a sa façon de s'opérer. La science n'est pas soumise à des émotions ou à des superstitions. La science n'est en aucun cas assujettie à des pressions dogmatiques, des pressions politiques, des pressions économiques, ou des pressions, je ne sais de quel ordre. La science a sa façon, a sa méthode. Il n'y a aucune question qui est taboue en science. Aucune. La méthode scientifique nécessite un esprit libre, un esprit critique, un esprit rationnel. Tout doit être déduit des éléments que j'ai en face de moi. Je n'attribue rien à une autre force cachée ou supposée qui est responsable d'une partie ou de la totalité des événements que j'observe. C'est là l'élément principal de la science, car plusieurs peuples se sont égarés, d'autres qui restent à l'être, parce qu'ils n'arrivent pas
à comprendre cette façon rationnelle de faire la science. La science nécessite cette façon critique de critiquer ce que je vois et de réfléchir out of the box pour que je puisse innover. Car si on ne fait pas cela fige notre conception du monde et ceci fige nos idées. La méthode scientifique, il est basée sur la rationalité, sur un esprit libre et critique qui aboutit dans un intervalle de conditions à des lois universelles. Cette méthode scientifique nécessite cette curiosité, cette intuition dont a parlé Monsieur le secrétaire perpétuel, mais cette observation et cette intuition ne sont pas suffisantes. Elles sont nécessaires, mais pas suffisantes. Il faut les aiguiser avec une observation, et une observation qui n'est pas contemplative. Une observation qui va au-delà de ce que je vois pour s'interroger. Pourquoi, quand et comment. Et une fois que je me suis interrogé, j'ai posé les questions, je commence à conceptualiser et je commence à faire des hypothèses. Et ces hypothèses doivent être infirmées ou confirmées par l'expérience, qui est impitoyablement non complaisante. Et c'est comme ça que j'arrive à établir des lois, des expériences, des choses prouvées. Les choses que j'ai prouvées, je les ai prouvées dans un certain nombre de conditions restreintes. Ces conditions sont changeables, sont évolutives. On a cru pendant longtemps que l'hérédité était transmise par les protéines. On sait maintenant que l'hérédité est transmise et transcrite dans l'ADN qui se trouve dans les chromosomes et les protéines ne font que l'enveloppe. Nous avons cru pendant longtemps que notre galaxie était formée par cette planète à cause de l'importance mystique qu'on donne au chiffre 7. On sait que cette information est inexacte. On a cru pendant longtemps que, suite aux affirmations de Kepler et de Descartes, que la vitesse de la lumière était infinie. On sait maintenant que la vitesse de la lumière était finie, là, une valeur autour de 300 km par seconde. La théorie de la relativité générale la met comme étant le plafond infranchissable. De récentes expériences d'une équipe italienne avec des pulses électromagnétiques semblent mettre en doute cette constance de la vitesse de la lumière. On a cru pendant longtemps qu'on ne pouvait pas voir ce qui est dans le corps humain. Maintenant, avec des rayons X, avec des scanners, avec de la résonance magnétique, on peut explorer avec une incroyable clarté ce qui est dans le corps humain. Voilà, les idées de la science sont évolutives. Les lois de la science elles-mêmes sont évolutives. Je passe rapidement à la dernière partie. Je zappe toute cette partie-là qui n'a pas d'importance et je vais aller à l'intelligence artificielle. Nous avons des équipes au Maroc qui travaillent sur des molécules qu'on appelle les dendrimères. Les dendrimères, ce sont des molécules où il y a une certaine arborescence, à l'image d'un arbre. On peut leur doter une structure fractale. Et vous voyez à droite, tout à fait à droite, une structure dendritique et qui ressemble curieusement à un cerveau humain. De là à dire qu'on peut faire le cerveau humain, il y a beaucoup de chemin à parcourir. Certes, des chercheurs ont synthétisé une ADN nouvelle. Ça a été fait expérimentalement au laboratoire. Greg Winter prétend même qu'il a généré une bactérie
C'est suite à un article dans Science qui a été critiqué par la suite. Et la recherche se fait pour structurer la matière et aller miner un peu ce qui se passe dans notre cerveau et dans notre corps. Par contre, en attendant cette épopée de la science vers une reconstitution du corps humain qui va être extrêmement lointaine, on n'est qu'au balbutiement. On sait le faire par contre en numérique. En numérique, on sait très bien faire quelque chose qui ressemble au cerveau. Où nous avons des neurones dans le cerveau et nous avons des synapses. Ce sont les rencontres entre les différentes neurones. Et l'intelligence humaine est reliée à ces synapses, au nombre de synapses dont la création et la destruction se fait chaque jour. À l'inverse du prix Nobel qui a été attribué en 1901, qui disait que nous naissons avec un nombre de neurones fixes, et quand on vieillit, il y a dégénérescence, il y a baisse du nombre de neurones. Maintenant, on sait que quand on fait une activité cérébrale, on lit, on fait des calculs, on peut générer même à un âge très avancé un certain nombre de neurones. On sait le faire de manière informatique. Et je vous présente en bas, c'est ce qu'on appelle les réseaux de neurones. Et tout le machine learning, le deep learning, l'apprentissage profond, l'apprentissage des machines, il est basé sur ces réseaux de neurones. Vous avez différentes couches, et je vais injecter une information dans la première couche, et je vais ajuster des paramètres. C'est un fit. C'est comme une régression linéaire à x plus b. Je calcule, je change les valeurs de A et B pour que la droite y égale à x plus b reproduise la tendance linéaire que j'ai d'un graphe. Je peux faire des régressions non linéaires. C'est un filtre. Et alors, selon Yaïoquin et selon Joshua Bengio, qui est l'une des sommités au monde dans l'intelligence artificielle, ses parents sont d'origine marocaine, il est à Montréal. Ils sont tous les deux, d'ailleurs, basés entre Montréal et la Californie, ils travaillent aussi pour Google. Selon ce qu'ils disent eux, l'intelligence artificielle nécessite des mathématiques simples. Il n'y a pas de mathématiques complexes. Ce que font les physiciens, ce qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que les mathématiques qu'on fait dans l'intelligence artificielle. Bien sûr, c'est basé sur des algorithmes, basés sur un raisonnement. Mais pour le moment, ce qu'on sait, et ce que me disent les professeurs qui sont à l'université chez nous, qui sont spécialistes dans l'intelligence artificielle, et dont une a fait sa thèse de doctorat avec Joshua Bengio. Les mathématiques qui sont derrière l'intelligence artificielle, ils sont beaucoup plus simples que ce que fait Mme Tissam Drissi, Hassan Saidi ou Sylvie Youssouf. En tout cas, pour cette partie, je ne généralise pas, pour cette partie, on donne des données. Et j'ajuste les paramètres pour que le résultat me recrache la donnée que j'ai donnée initialement. Comment ça marche? Par exemple, je vais prendre l'image d'un chat et je vais ajuster les paramètres des différentes couches pour qu'à la sortie, j'ai le chat, pas n'importe quel chat, ce chat. Mais pour cela, il faut avoir des milliards et des milliards et des milliards de données. C'est ce qu'on appelle le big data. Pourquoi l'intelligence artificielle n'existait pas avant? Parce que les mathématiques qu'on utilise, ils étaient connus. On ne faisait pas l'intelligence artificielle avant pour deux raisons. D'abord, pour trois raisons. D'abord, les processeurs se sont améliorés pour agrandir la capacité de calcul. Deuxièmement, on a amélioré les algorithmes. Et troisième chose, parce que désormais, nous avons accès aux données. Les données sont le pétrole d'aujourd'hui.
les compagnies, chacun de vous, moi personnellement, je n'ai pas de Facebook, je n'ai pas d'Instagram, je n'ai rien de tout cela. Je suis de la vieille génération, malheureusement, je n'ai rien de tout cela. J'ai peut-être une ou encore. Mais vous tous, vous avez Facebook, vous avez Instagram, vous avez Snapchat, vous avez tout ce que vous laissez comme données, toutes les photos, tout ce que vous, quand vous allez sur Internet et vous allez vraiment explorer ce qu'il y a sur Internet, tout ça c'est tracé. Et toutes les photos que vous laissez sont utilisées par les géants de l'informatique. Et maintenant, on a des données massives, parce que pour faire ce que je viens d'expliquer, il faut avoir beaucoup de données. Je vais donner un premier chat. Je vais ajuster les paramètres pour qu'il me sorte le premier chat. Je donne un autre chat avec une autre couleur. J'ajuste les paramètres, il me donne un autre chat. Après, j'introduis un chat avec des chiens et j'ajuste les paramètres pour qu'il me reconnaisse juste les chats. Après, je donne le chat avec des êtres humains, j'ajuste les paramètres, et après je vais regarder quels sont les paramètres ayant un dénominateur commun qui pourrait me générer le chat, peu importe, que je le mette entre chat et chien, entre chat et humain, entre chat et voiture. C'est ce qu'on appelle la reconnaissance d'objets. Et c'est un calcul assez simple, c'est du fit, mais qui nécessite beaucoup de données, énormément de données, et toute la recherche dans ce domaine, c'est comment optimiser les algorithmes pour que le calcul soit fait rapidement. Après, je vais introduire dans la machine, pas le chat, juste l'œil d'un chat. Et moi, être humain, quand je vois ça, tout de suite je dis, ah, c'est un chat, ou c'est un tigre, en tout cas, de la catégorie, de l'espèce des chats. Comment j'ai déduit ça? Je vais aller chercher dans ma mémoire, utiliser mon histoire de tout ce que j'ai vu avant pour dire, ah ça c'est un chat. Parce que dans mon passé, j'ai vu beaucoup de chats. Et ça me permet de fouiller et d'aller puiser dans cette bibliothèque qui est ma mémoire pour déduire que c'est un chat. Mais c'est ce qu'on fait pour la machine. On va lui dire deep learning, c'est-à-dire il apprend chaque jour comme un enfant qui grandit. On va lui faire vivre beaucoup d'expériences, c'est-à-dire je lui donne des milliards et des milliards et des milliards de situations, de sorte à ce que la machine après, puisse reconnaître que ça c'est un chat. Et après, maintenant, on a des choses, on peut reconnaître les objets, on peut reconnaître, c'est ce qui est utilisé en Chine, on peut reconnaître des visages, c'est la reconnaissance de faciès, on peut reconnaître un homme au milieu des animaux, au milieu des voitures, dans une rue, et on reconnaît la voix, on reconnaît même les odeurs. On reconnaît les sentiments, je vais y arriver. Et ça, on rentre dans un domaine beaucoup plus important. Bien sûr, les applications de l'intelligence artificielle investissent toutes les activités humaines et ils vont les investir encore de plus en plus de manière extrêmement acerbe, que ce soit dans l'industrie, dans la production de médicaments, parce que nous avons des quantités énormes de molécules possibles. Sur le tableau périodique, actuellement, on connaît à peu près 108 atomes. Leur combinaison, certains sont naturels, d'autres sont artificiels, leur combinaison donne une infinité, pas une infinité, mais disons un chiffre colossal en termes de possibilités de combinaison pour faire des molécules, et certaines molécules parmi elles, qu'elles soient artificielles, qu'elles soient
synthétisés au laboratoire ou bien naturels, ont des potentialités en termes de traitement. Et tout cela, l'être humain ne peut pas faire tester toutes les molécules. Et là, l'intelligence artificielle va nous aider parce qu'on peut traiter les données massives. Bien sûr, pour la cybersécurité, pour l'armement, pour les finances, et j'en passe. Voilà, je vous montre un livre. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que quelqu'un connaît ce livre? C'est un livre sur les batteries. C'est le premier livre écrit par l'intelligence artificielle en donnant 10 mots. 10 mots clés. Et c'est un livre extraordinaire, magnifique livre, j'ai lu une partie, pas tout, mais vraiment une analyse bibliographique dont parlait Monsieur le secrétaire perpétuel tout à l'heure, la documentation, l'intelligence artificielle commence à écrire la bibliographie. Ce livre, il y a des citations, il y a des milliers de citations dans ce livre. Il n'y a aucune citation à un scientifique marocain, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Et c'est l'un des meilleurs livres sur les batteries. Intelligence, qui a été écrit uniquement par l'intelligence artificielle. Cela, ça vous dit quelque chose? Alors cela, ce sont des gens qui allaient sur Internet et qui allaient sur les réseaux sociaux, qui ont un compte Facebook. Certains parmi eux, ils ont plus qu'un compte, ils ont un compte Facebook, un compte Instagram, un compte... Et on a fait un pari en donnant à l'ordinateur de générer les visages derrière ces gens qui sont sur Facebook, et on n'a pas donné à la machine les images, les visages de ces personnes, simplement leur profil. Leur profil, qu'est-ce qu'ils aiment, les discussions qu'ils ont avec les amis, et puis comment ils surfent sur Internet, et en enlevant toutes les données qui font référence au visage. Et la machine va générer les visages qui sont exactement les visages des personnes prises comme échantillons pour faire la démonstration de la capacité de profiler, de faire le profilage. Je vous donne un autre exemple. Il y a une expérience qui a été faite à Manhattan, aux États-Unis, à New York. Amazon, c'est la compagnie qui a le plus de data dans le monde. Beaucoup de données. Et ces données valent de l'or. Il a lancé 2 défis. Le premier, il a invité des journalistes. Il a dit, on va faire un 5 à 7, c'est-à-dire ils ont invité des gens entre 5h et 7h avec des boissons, etc., dans un café à Manhattan. Et ils ont dit à certains journalistes qui ont suivi cette expérience que telle personne et telle personne vont se marier en moins de 3 mois. La seule façon, c'est simplement de les inviter pour qu'ils puissent se rencontrer. Ils se sont rencontrés. Bien sûr, on a triché un peu parce qu'on les a aidés à se rencontrer réellement pour parler. Et une fois qu'ils ont parlé, ils se sont mariés au bout de 2 mois. La capacité de prévoir ce que vous êtes, vous allez sur les sites internet, on peut tracer votre profil. Bien sûr, on utilise ici ça aussi pour la cybersécurité, qui nous protège contre les actes terroristes, mais ça peut être utilisé, bien sûr, ça c'est, on l'utilise à bon escient, mais ça peut être utilisé à mauvais escient par des gens qui ont des idées, qui aimeraient déstabiliser telle ou telle structure, telle ou telle institution, tel ou tel État. Donc c'est extrêmement important, ça pose des problèmes. Le dernier, et je suis à la fin de ma présentation, c'est toujours Amazon, The Great Debater. Ils ont invité 10 personnes avec un QI supérieur à 160, un quotient intellectuel supérieur à 160.
tous de Harvard. Ce sont des gens, majoritairement, qui sont en économie, qui sont en sciences juridiques, des avocats, parce qu'ils ont la capacité d'argumentation. Quelques scientifiques. Dans la salle, on a mis 10 personnes de Harvard pour chaque personne. Il y avait 100 personnes dans la salle, 10 pour chaque personne qui est sur l'estrade. Et on leur posait des questions et on recensait leurs réponses. Mais ce n'est pas des questions faciles, c'est-à-dire ce n'est pas des questions quantitatives pour vous dire, par exemple, quelle est la capitale, je ne sais pas, du Venezuela, Caracas. Non. Ça, c'est l'accumulation de connaissances. On leur posait des questions qui sont plus ou moins subjectives, où il faut argumenter, il faut analyser. Il y avait des gens répondaient, ce sont des gens extrêmement intelligents. Et après, ils ont fait venir un robot devant. Il a battu à plate couture les 10 du matin. Et puis il y a une personne de la salle qui a dit « Oui, certes, vous avez une capacité d'analyse, vous êtes un robot, vous êtes une machine, vous êtes conscient que vous êtes une machine. » Et la machine répondait « Oh, je suis une machine, mais qu'est-ce qui fait la différence entre vous et moi ?» La personne dans la salle a dit « Oui, nous on a une différence par rapport à vous. Nous, on a des sentiments. Nous, on aime. Nous, on a un cœur. » La machine répond. Vous vous trompez. On n'aime pas avec le cœur. On aime avec le cerveau. C'est dans le cerveau où il y a des neurones. On aime avec le cerveau, on peut aimer avec ses intestins et avec la colonne vertébrale. Parce que c'est là où il y a l'activité cognitive. Mais le cœur, ce n'est qu'une machine. Et puis la personne de la salle dit « Est-ce que vous pouvez le prouver ?» Et la machine lui dit « Vous voulez que je vous le prouve ?» Il dit « Oui, je vais vous le prouver tout de suite. » On se connecte sur l'écran, on se connecte sur YouTube. La machine est allée faire de la recherche immédiatement et puis il montre une petite vidéo d'une personne qui a subi une transplantation cardiaque avec un cœur artificiel. Un cœur qui est fait par du métal et du plastique. Et une fois que l'opération s'est terminée, rééducation, un journaliste qui pose la question à cette personne qui a reçu la transplantation cardiaque. Est-ce que vous aimez vos enfants? Il a dit, je les adore. J'adore ma famille. Il me dit, est-ce que vous sentez comment? On me dit, pareil. Il dit, vous voyez, la preuve, on n'aime pas avec le cœur. On aime avec le cerveau. Et comme mon cerveau est aussi développé, si ce n'est plus que le vôtre, je ne vois pas ce que vous avez de plus que moi. C'est ce que répond la machine. En tout cas, tout ceci pose un certain nombre de questionnements sur qu'est-ce que nous voulons comme société. Bien sûr, la robotique, c'était le contrôle de la machine, un certain nombre d'opérations qui étaient exécutées par l'être humain, on remplaçait le travail manuel avec des robots, on arrive à l'ère de l'intelligence artificielle, on ne remplace pas simplement le travail manuel, mais y compris le travail intellectuel. Beaucoup de gens qui prédisent, il y a des gens qui donnent des chiffres, moi je ne peux pas donner de chiffres parce qu'ils donnent des chiffres, je ne sais pas d'où ils sortent ces chiffres-là. Beaucoup de personnes disent qu'il y a un certain nombre d'emplois qui vont disparaître et d'autres qui vont réapparaître, qui vont apparaître parfois. Et on ne sait pas combien d'emplois qui vont disparaître. Je vois des chiffres 50%, 60%, 40%, je pense qu'il n'y a pas de rigueur scientifique pour annoncer comme ça des chiffres au hasard, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un certain nombre d'emplois qui vont disparaître et donc qui vont apparaître. Déjà l'intelligence artificielle, dans certains cabinets aux États-Unis, les comptables ont été remplacés par des machines. Un certain nombre d'avocats
ont été remplacés par la machine. Surtout qu'aux États-Unis, on fait appel beaucoup à la jurisprudence, et donc elle fouillait dans tous les jugements qui ont été rendus durant le siècle, toute une période d'un siècle. L'intelligence artificielle sait mieux faire. Et puis, même en radiologie, pour analyser les radios à l'hôpital, il y a des expériences qui ont montré que la machine fait mieux que l'être humain. Pourquoi? Parce que on donne à la machine des millions, si ce n'est des milliards de radiographies, à la fois du pays, d'autres pays, de tous les hôpitaux, avec le diagnostic qui a été rendu. Et avec les faux et les vrais diagnostics. Et la machine a appris. Et donc, quand vous donnez une nouvelle radiographie à la machine, c'est comme si vous avez en face de vous des milliers de médecins, des meilleurs médecins, qui ont 100 ans d'expérience. Et donc, le diagnostic est rendu de manière beaucoup plus fine et beaucoup plus précise que ce que peut faire l'être humain. Et puis, nous arrivons à des problèmes d'éthique. La protection des données personnelles, la protection des données collectives, la protection des données scientifiques. Tout ça pose des problèmes. Quelle méthode d'enseignement et pour quel contenu? Beaucoup de gens nous disent le distanciel, c'est bien. C'est bien le distanciel. Mais personnellement, sincèrement, je pense que le distanciel est un appoint et s'inscrit dans une logique additive et pas soustractive. L'université n'est pas simplement recevoir des informations. L'université, c'est un cadre de vie. C'est là où on se forge en tant que personne. C'est là où on tisse des amitiés. C'est là où parfois on acquiert même sa conscience politique. C'est là où on rencontre des gens, que certains de nos amis qu'on a eu à l'université vont être nos amis durant toute la vie. L'université n'est pas simplement ce réservoir plein qui transmet à des réservoirs vides. Donc, l'enseignement à distance, c'est bien. Et ça permet vraiment de renforcer. Mais rien ne remplace aussi le contact humain. Moi, cette conférence, je n'aurais pas pu la donner avec beaucoup de fougue et beaucoup d'engouement parce que je vous regarde dans les yeux. Et cette interaction, elle est absente quand on fait le distanciel. Le distanciel, c'est bien, mais le contact humain, moi je suis attaché à. Il nous faut une stratégie nationale en termes d'intelligence artificielle. C'est un impératif. L'Académie, Hassan II des sciences et techniques, a abordé ce sujet à plusieurs reprises. Il insiste sur ce point parce qu'il en va de notre souveraineté technologique que d'avoir une vraie stratégie concernant l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de pays qui ont vraiment pu asseoir une stratégie nationale combinant le public et le privé pour qu'ils puissent se doter de compétences dans ce domaine crucial concernant la souveraineté des pays. Voilà, je suis parti de l'homo habilis, je pense que j'ai pris beaucoup de temps pour arriver à cette espèce que j'appelle homme-machine. L'interaction, c'est ce qu'on appelle la cobotique. Il y a la robotique, il y a la cobotique. La cobotique, c'est l'interaction homme-machine. Quelle interaction nous, humains, aurons-nous demain avec ces machines? Est-ce qu'il y a un ordre hiérarchique entre nous? Et ce n'est pas nécessairement que nous serons les plus, ayons le dernier mot. En tout cas, tout cela pose des questions, à la fois technologiques, scientifiques, mais des questions d'éthique.
et des questions de société. Et il faut que ce sujet soit saisi par l'ensemble des citoyens, des personnes, pour qu'on puisse réfléchir. Et ceci ne peut pas se faire simplement à l'échelle locale, il faut qu'il y ait une réflexion à l'échelle globale. Merci de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? D'abord, l'introduction pertinente et riche de conseils que vous avez adressés aux participants. Et pour cette conférence inaugurale, qui ouvre vraiment la métier à la recherche scientifique, puisque grâce à cette recherche, le but des écrivains que nous sommes est vraiment s'améliorer à travers, depuis nos ancêtres jusqu'à nous-mêmes aujourd'hui, à travers tous les siècles passés et les dernières décennies. Alors, est-ce qu'il y a une ou deux questions à une assistance? Bonjour à tout le monde, bonjour M. Roussina, je vous remercie pour votre présentation riche, historique et scientifique. Je reviens à la première partie de votre présentation concernant l'évolution humaine. Je suis un petit peu réticent sur cette idée de progression du singe à l'homme. Je reviens à l'idée du fait que l'évolution humaine part du singe à l'homme. Je suis un petit peu réticent sur cette idée. Où est-ce qu'on se situe côté religion dans cet aspect? Le premier homme, c'était Adam et Ève, qui sont des sages. Par rapport à la situation des sages, c'est un petit peu réticent. Merci. Merci beaucoup pour la théorie de l'évolution. Nous avons le même ancêtre, mais l'homme n'est jamais descendu du ciel. D'ailleurs, ceux qui font faire dire à Darwin que Darwin avait dit que l'homme descend du singe, disent une fausseté. Moi, je respecte tous les avis. Moi, je vous parle de la science. Ce que la science a démontré. Je ne vous parle pas des croyances qui sont tout autant respectables et doivent être respectées. Moi, je n'ai fait que relater ce que des milliers d'expériences qui ont été faites. Et des musulmans que j'ai cités tout à l'heure, Averroès, ces grands savants étaient ouverts, avaient un esprit extrêmement ouvert. C'est ce qui leur a permis d'explorer, d'inventer, d'innover. Et ils sortaient de simplement une croyance. Ils disaient que pour mieux connaître Dieu, il faut se poser toutes les questions. Moi, je n'ai pas fait un exposé religieux. J'ai fait un exposé historico-scientifique. Quand vous lisez Al-Biruni, quand vous lisez Ibn Razm, vous allez voir comment ils étaient assoiffés de connaissances. Et notre religion à nous, marocains, je parle de la religion marocaine, le rite malikite. Je ne parle pas du wahhabisme, je ne parle pas du salafisme. Il y a une vision du monde qui est différente de nous, Marocains. Nous, Marocains, nous avons une religion qui est tolérante, qui est ouverte, qui est assoiffée, qui va chercher le savoir là où il est. Et pas rester vraiment confiné dans des certitudes. Il faut s'ouvrir. Et même les chrétiens, ils ont vécu la même chose. Quand il y avait quelque chose de nouveau qui heurtait leurs croyances, certains, ils l'ont
Ils l'ont apprise de nous, les musulmans. Parce que c'est les musulmans qui ont dit que quand la foi et la raison entrent en conflit, Averroès dit qu'il faut trouver la raison en la foi. Il parle de la raison. Et c'est ça qui a permis au monde musulman de se développer. Si on fait l'inverse, on ne sert ni la foi, ni la religion, ni la foi, ni la science. Car les principes de la science sont évolutifs. Et j'invite chacun à ne pas entrer en opposition, à faire ce jeu que les salafistes veulent, à nous opposer, à opposer la foi et la raison. Non. Nous, musulmans, on était éveillés. Vous avez à lire la confrérie des éveillés de Bernard Attali, de raconter l'histoire entre Averroès et Maïmonide à l'époque de Kourou. Ouverts d'esprit. Les musulmans, c'est eux qui ont transmis à l'Occident, c'est une manière d'être ouvert. Les Européens étaient fermés. Ils avaient, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'un savoir dogmatique. Et c'est tout. Il dit qu'il y avait quelque chose qui rentrait en contradiction. Il dit, ah non, on ne veut plus. Il faut qu'on soit ouvert à la science. Si on veut faire la science, on veut faire autre chose, c'est aussi respectable. Mais c'est autre chose. La science, c'est basé sur des preuves. Moi, je vous dis, ce qui a été exposé, ce sont des preuves, des accumulations de scientifiques d'à travers le monde, pas simplement des gens, des chrétiens, des juifs, des musulmans. Tout ça, c'est des strates de connaissances qui ont été accumulées. Maintenant, on a le droit de ne pas y croire. C'est un droit. Voilà, c'est tout ce que j'ai à répondre, et de manière la plus franche possible, car on doit être franc dans ces sujets. Il y a des questions. C'est vrai que maintenant notre vie est devenue très difficile. Et vraiment les machines sont pas. Merci. Alors, est-ce que on ne peut pas prévoir l'avenir, mais de ce jour-là, jusqu'à ces 100 prochaines années, quel sera le rôle de l'homme? Est-ce que ça devient l'homme n'aura plus cette comme vous avez dit tout à l'heure, que les machines vont commencer à venir? Je dois préciser d'abord que je ne suis pas spécialiste de l'intelligence artificielle. Et même les spécialistes de l'intelligence artificielle n'ont pas le monopole pour répondre à cette question. Cette question appartient à tout un chacun. Et en plus, à nous les scientifiques, et aux philosophes, aux sociologues, c'est une question qui concerne tout le monde. De mon point de vue, ça dépend, le futur dépend de ce qu'on nous en ferons collectivement. Il y a un développement fulgurant de ces technologies. Il y a certains qui disent il n'y a pas de peur à avoir. Il y a d'autres qui disent oh là là, il faut faire très attention. Et chacune de ces deux réponses ne se base sur aucun fait rigoureux scientifique. Ce sont des conjectures, ce sont des gens qui pensent, mais sans utiliser la méthode scientifique. On n'a pas assez de données en ce moment pour prévoir ce qui va se passer d'ici 50 ans, 100 ans. Mais ce qui est certain, c'est que ce que nous en faisons collectivement. C'est pour ça que j'ai dit l'intelligence artificielle ne doit pas être simplement dans les mains que ceux qui font des algorithmes et l'intelligence artificielle. Ça doit être, cette question doit être saisie par l'ensemble des intellectuels, y compris les sociologues, les philosophes, les historiens. C'est une question de société. Et comme c'est une question de société, toutes les composantes intellectuelles de la société doivent se pencher sur cette question. Moi, sincèrement, je n'en sais rien.
Franchement, il y a certains qui peuvent avoir des informations certaines, qui ont des certitudes. Moi, j'ai aucune certitude. Merci encore une fois, professeur. Est-ce que je peux avoir une petite question, s'il vous plaît, Donc, c'est-à-dire que moi, si je voudrais participer à ce débat, d'abord, je tiens à remercier professeur Armand Fessiferi pour le coup d'ouverture qui a incité les étudiants et qui a montré que la recherche scientifique, ça demande beaucoup il y a beaucoup de choses qu'il faut avoir en soi-même, de la motivation, du travail, tout ça. Mais c'est aussi ce que je voudrais dire à nos jeunes chercheurs qui sont présents parmi nous, c'est une grande satisfaction. C'est-à-dire que quand on arrive à avoir des résultats, quand on arrive à progresser, quand on arrive à pouvoir contribuer au développement de l'humanité, c'est une grande satisfaction qu'on a nulle part ailleurs. Il n'y a pas d'égal à cette satisfaction quand on a un grand article qui sort dans un journal indexé international. Donc c'est quelque chose aussi, et on peut avoir de grandes satisfactions, et c'est un métier, c'est un domaine dans lequel on s'épanouit de façon on a un grand épanouissement. Je voudrais aussi pouvoir remercier le professeur Bousmina pour son exposé qui nous a fait voyager un petit peu dans l'histoire de l'humanité. Donc on a vu un petit peu l'évolution et il nous a montré l'intérêt de la science, comment on est arrivé à toutes ces découvertes et tout ça, comment la science a évolué, et c'est ça qui va nous inciter les jeunes chercheurs à pouvoir intégrer ce domaine-là, ce domaine de la recherche scientifique. C'est vrai qu'il y a une grande question qui se pose maintenant sur l'intelligence artificielle, surtout dans le domaine de la médecine et tout ça, mais il y en a qui répondent aussi que maintenant, il y avait toujours de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que ça s'est développé, ce sont des outils d'aide à la prise de décision. Par exemple, il y avait toujours les radios et tout ça, mais maintenant, avec l'intelligence artificielle, ça aide, mais on aura besoin de l'être humain tout le temps pour pouvoir utiliser cette intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas remplacée par l'intelligence artificielle, ne remplacera jamais l'être humain, le savoir et la connaissance que peut avoir l'être humain. C'est beaucoup de scientifiques, de médecins qui ont développé, qui défendent cette façon de voir. Mais néanmoins que l'intelligence artificielle et puis ce domaine-là, cette thématique-là, elle doit être très développée au sein de nos établissements, au sein de notre université. Et c'est là où vient ma question. Je demanderai à professeur Bousmina comment on pourrait, à notre niveau, établissement, enseignement supérieur, université, faire pour pouvoir intégrer ce domaine-là d'intelligence artificielle, surtout que c'est un domaine dans lequel on peut se placer en tant que pays, avoir une place, une première place à l'échelle internationale. Ça ne demande pas beaucoup de prérequis, mais ça demande, c'est-à-dire maintenant, prendre à bras le corps ce domaine-là et s'intégrer. Donc comment on pourrait faire d'après votre expérience, professeur? Merci beaucoup, M. le doyen. Je souscris. Alors, à l'université Euromède de Fès, nous avons créé, il y a 2 ans de cela, ils rentrent maintenant dans la 3e année, la première école d'ingénieurs sur 5 ans complètement dédiée à l'intelligence artificielle. C'est la première dans l'espace euro-méditerranéen, aussi bien en Europe qu'en Afrique. Et nous avons des contacts avec des universités européennes qui veulent qu'on les aide pour instaurer une école du même genre. Une école où il n'y a que de l'intelligence artificielle sur 5 ans. Et nous avons, bien sûr, pu le faire grâce à un certain nombre de chercheurs que nous avons ramenés de l'extérieur, de la diaspora, notamment de Montréal. Montréal, au Canada, est devenu la plateforme mondiale de l'intelligence artificielle. Il y a 3 ou 4 centres d'intelligence artificielle. Il y a Shanghai et Beijing, mais qui collaborent ensemble. Il y a en Californie, et puis il y a Montréal. Et donc nous avons ramené un certain nombre de chercheurs qui sont spécialistes parce qu'ils ont fait leur thèse dans l'intelligence artificielle. Vous avez raison, c'est un domaine qui ne nécessite pas beaucoup d'investissement. Vraiment, des ordinateurs, des supercalculateurs, et puis des ressources humaines.
qui sont qualifiés, des gens qui aiment les maths, qui aiment les algorithmes. Et c'est pour ça que je disais qu'il faut une stratégie nationale, parce que ça ne demande pas beaucoup de moyens. Mais les retombées sont énormes pour notre pays. Je rajouterai juste un élément, et je vais me taire. L'un des éléments de la science qui est extrêmement important, c'est l'humilité. C'est être humble, de ne pas avoir de certitude. La certitude ne fait pas partie du domaine de la science. Quelqu'un qui vous dit je, et Dieu sait au Maroc le nom. Je ne cite pas de nom, mais j'ai la petite idée. Tous ceux qui s'auto-célèbrent, tous ceux qui s'auto-glorifient, ne sont pas de véritables scientifiques. Un scientifique est par définition humble. Ne parle pas beaucoup de soi. Moi, j'ai fait. Ceux-là ne sont pas des scientifiques. Et tout le monde s'en rend compte. Ce sont des commerciaux, des businessmen. C'est respectable, hein, il n'y a pas de problème. Mais la science nécessite de l'humilité. Nécessite de ne pas avoir de certitude. Faire. On avait la certitude que la relativité générale était acquise. Je parle de la relativité générale, ce n'est pas Einstein. Je parle de Galilée. La relativité générale était initiée par Galilée. Einstein va introduire la transformation, il introduit ce qu'on appelle la transformation de Lorentz sur le changement de référentiel. Quand on change de référentiel, on peut exprimer des coordonnées dans un référentiel par rapport au référentiel fixe. Et quand on applique ce changement de référentiel, il y a l'additivité des vitesses à l'équation de Newton, F est égal à m gamma, on constate que ça ne respecte pas. Qu'est-ce que ça veut dire que ça ne respecte pas? Quand on change de référentiel, l'équation, la loi de la physique doit ne pas changer, doit rester la même. Et on constate que la loi de la physique a changé. On avait des certitudes. Puis Einstein va introduire cette petite modification. Et après, pour faire la relativité générale, on est sûr, en tant que personne, qu'il y ait des forces. Il y a des forces qu'on voit, il y a des forces qu'on ne voit pas. Des forces qu'on voit, c'est la force mécanique, la force de rappel. Quand j'étire un ressort qui s'étend, quand je le lâche, il revient à sa forme initiale. Il y a la force de rappel que je vois. Enfin, je vois les effets. Puis il y a des forces que je ne vois pas. La force de gravitation, je ne la vois pas. La force magnétique, je ne la vois pas. Je ne la vois pas, mais je mesure l'effet. Et les gens étaient sûrs que la gravitation expliquait tout. La force de gravitation, F est égal à G multiplié par M1 multiplié par M2 sur R carré, qui est la loi, l'attraction universelle inversement proportionnelle à la distance au carré, c'était une certitude. Et Einstein, il vient, et il dit que nenni. Il n'y a pas de force. Il y a la courbure de l'espace-temps. La courbure. Et il explique tout juste par la courbure. Où il n'y a pas de force. Il n'y a pas de force de gravitation. Il n'y a pas. Un objet massif va courber l'espace-temps. Alors, quand je dis l'espace-temps, ce n'est pas l'espace-temps. Et le temps. Il y a beaucoup de gens qui confondent. Pas l'espace. Et le temps, non, c'est l'espace-temps. C'est une autre entité qui peut s'exprimer sous forme de l'espace et qui peut de temps en temps s'exprimer sous forme de... La science, il n'y a pas de certitude. Tout évolue. Il dit que vous avez des certitudes sur des choses. Vous êtes en train de faire autre chose que la science. Et je devais préciser cela pour les étudiants. Parce que vous démarrez dans votre carrière, bien sûr, quand vous trouvez des résultats, il faut les prouver. Vous avez prouvé, vous avez une satisfaction. Mais essayez de ne pas avoir la certitude absolue. La certitude absolue en science. Vous faites autre chose que la science.
Donc, je remercie encore une fois le professeur du séminaire pour son intervention.